On va commencer là dans les... Voilà. Très bien. On va attendre que les bruits de... Voilà. On va juste attendre qu'ils aient fini de débarrasser. Ils ont fini de débarrasser. Je vous propose qu'on commence. D'abord, merci à Bernard d'être là. Je vais laisser surtout la parole à Bernard. Le but de cet atelier, on a intitulé Coaching et réseaux sociaux pour essayer d'y donner quelque chose. Je pense qu'on ira bien au-delà de cette thématique. L'idée de cet atelier, c'est d'essayer de se poser la question, alors ce qui était ce matin avec la génération Y, et ce que disaient Annie et Pascal ce matin en introduction, c'est que voilà, il y a des choses qui changent, on est peut-être dans un nouveau paradigme. Alors dans ce nouveau paradigme, il y a des générations qui sont nouvelles, et on s'est dit, quand on a préparé cette journée, qu'il y avait aussi des outils de communication qui étaient nouveaux, et le coaching, voilà, et on ne peut pas ne pas communiquer, le coaching est communication, et il nous est paru intéressant de pouvoir échanger entre coachs avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, et je vais laisser se présenter, parce qu'il le fera maintenant avec moi, Bernard. Essayer de comprendre ce que c'est que ces nouveaux outils de communication. Est-ce que ce sont d'ailleurs des outils de communication? Est-ce que c'est autre chose? Et de voir en quoi notre posture de coaching, notre approche du coaching va être impactée, va devoir s'adapter, à la fois parce qu'il y a de nouveaux outils de communication, mais aussi parce que nos clients, finalement, communiquent différemment, ont des images différentes à travers ces outils de communication, et qu'au sein de l'entreprise, comme tout individu, on n'est plus tout à fait les mêmes par rapport à ça. Alors, on a un petit groupe, donc je pense qu'on a vraiment le temps. Ce qui est sympa, ça serait aussi presque un premier tour de table, où on disait qui vous êtes, et puis pourquoi vous êtes inscrit à cet atelier, vos attentes, les questions que vous vous posez, pour que voilà, Bernard puisse un peu réagir à cela. Je laisserai se présenter à l'issue du tour de table et voilà, vous laisser la parole. C'est encore un atelier, c'est un atelier dialectique, donc l'idée c'est pas de la formation, c'est vraiment qu'on soit, on a un petit groupe, je pense que c'est une vraie chance, qu'on soit dans l'échange. Je pense qu'il faut, Bernard, aussi avoir le retour des coachs sur comment vous vivez ou comment vous anticipez ces évolutions. Je pense que c'est vraiment l'idée, c'est qu'on puisse échanger autour de cette thématique en toute liberté. Donc peut-être commencer par un tour de table et dire... Bernard se présente tout de suite, allez, merci. Donc Bernard Quignot, je suis enseignant-chercheur en système d'information et spécialisé dans les réseaux sociaux. Donc mes recherches portent sur l'utilisation de ces outils dans les entreprises avec un type d'approche que je vous expliquerai. C'est pas technique, c'est vraiment lié à l'organisation, l'utilisation et la diffusion. En quelques mots, mon parcours, je suis d'abord ingénieur en informatique, consultant, j'ai fait une thèse sur le tard, et je suis donc à l'université de Nanterre, enseignant-chercheur. Je suis aussi un des vice-présidents de l'université en charge de l'entrepreneuriat et en charge de l'insertion. Je connais assez bien les problématiques génération Y et les jeunes et la façon dont ils travaillent aussi. Mais l'orientation, parce que m'a demandé Catherine, que je connais par ailleurs, c'était vraiment sur l'aspect réseaux sociaux et sur les sujets sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Voilà. Merci Bernard. Moi je suis du coup Catherine Snyder, moi je suis membre du conseil d'administration de l'ASL Coach et je suis coach. Voilà, après un parcours dans la finance, dans les RH, je suis donc coach maintenant depuis 10 ans. Voilà. Oui, si vous voulez. Pascal Reinhardt, une des anciennes présidentes de la boutique SF Coach, dinosaure coaching, je ne sais pas si c'était 98, quelque comme ça, et particulièrement intéressée ici parce que comme je n'aime pas m'ennuyer, j'ai commencé depuis 1 an et demi des nouveaux trucs, d'abord assister à des MOOC moi-même, et puis ensuite j'ai été appelée, comme ça arrive dans les magies, par une université du Nigeria, à faire des accompagnements d'élèves de MBA francophones, donc ils ne savent pas faire ça au Nigeria, donc pour monter un réseau de coachs.
La spécialité de ces codefs qui vont durer 1 an et demi, c'est qu'ils sont bimestriels, donc 2 fois par mois, complètement à distance et on ne se rencontrera jamais. Donc du coup, j'ai fait comme un astronaute de Baïkonour, hein, je l'asphyxie et essayer de pouvoir fonctionner. Je commence à réfléchir pas mal à cette pratique à distance, à réfléchir avec les coachs que j'ai embarqués dans l'histoire. Et les copains anglo-saxons, eux, ils n'ont même pas envie de raconter ce à quoi ils ont réfléchi. Ils sont déjà lancés dedans et c'est vachement intéressant de voir la différence. Donc voilà, je suis en train de faire des trucs très nouveaux. Et puis bien sûr, comme certains d'entre vous, j'imagine, de bosser avec des équipes qui sont virtuelles, même si je suis avec certaines d'entre elles en présence. C'est l'autre versant. C'est aussi des clients en coaching équipe qui, eux, ne s'en rencontreront jamais. Voilà, je suis là. Bonjour, donc Muriel Grimaldi, je ne suis pas coach, je suis l'attachée de presse de l'ASF Coach. Mon travail c'est de parler de l'ASF Coach aux journalistes. Donc je suis venue recueillir de la matière pour alimenter des sujets de fond. On va traiter avec la presse, donc ce matin les achats. Et cet après-midi, les réseaux sociaux, parce que c'est tendance auprès de la presse, parce que ça fait partie aussi de mon métier, parce qu'aujourd'hui, les attachés de presse sont aussi un peu community manager sur les bords. Alors, je précise, pas pour la SF Coach, qui est absolument réfractaire à toute, pour le moment, à toute gestion des réseaux sociaux confiés en externe à une agence. Donc ça, c'est un choix comme un autre. Mais voilà. Le sujet m'intéresse à titre personnel et puis pour pouvoir être repris ensuite, traité d'une manière ou d'une autre avec les journalistes, en générant soit des communiqués de presse ou en cherchant à susciter des interviews avec les journalistes et en ayant des porte-paroles un peu pointus sur le sujet. Voilà. Donc, je suis ravie parce que j'ai appris plein de choses ce matin. Je pense que ça va être la même chose cet après-midi. Valérie Rosé, je ne suis pas coach, je suis consultante en amélioration de la top line, des ventes. Je travaille beaucoup sur la performance des commerciaux. Je m'intéresse au coaching comme une compétence que je souhaiterais acquérir. Et dans le cadre de mes intérêts professionnels, je suis désireuse d'approfondir tout ce que je peux savoir sur les réseaux sociaux, qui sont très présents au sein des forces de vente, hein, bien évidemment, et je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Voilà pourquoi je suis dans cet atelier aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Hortense Troupeau. J'ai eu un parcours en entreprise en tant que responsable d'achat. Je viens de me former au coaching et là je me lance en tant que coach et formateur. Et ce qui m'intéresse les réseaux sociaux, c'est notamment dans ceux qui se sont formés avec moi. Certains sont à fond là, sur les réseaux sociaux, certains font des coachings que par Skype. Voilà, moi ça m'interroge. Ici, quelle visibilité, quelle présence sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas, est-ce que c'est une perte de temps? C'est partie des questions que je me pose, vu l'investissement, est-ce qu'il y a un retour sur un métier tel que le coaching de formation. Fabienne Safar, bonjour, je viens de créer mon cabinet aussi de coaching et de formation et auparavant j'ai 22 ans d'expérience en tant que responsable de projet informatique dans un grand groupe bancaire. Et donc, évidemment, moi, tout ce qui est, je suis assez geek, donc tout ce qui est réseaux sociaux, ça me parle beaucoup. Et je voudrais savoir dans quelle mesure et jusqu'à quel point utiliser ce média pour ce nouveau métier de coach. Pour ne pas s'épuiser à faire trop ou pas assez, ou voilà, trouver la bonne mesure pour mes prédispositions naturelles à l'informatique et réseaux. Bonjour, je suis Brigitte Vidot. J'ai créé mon cabinet en 92. Donc, je fais du coaching, des bilans de compétences, de l'accompagnement. Je suis aussi la présidente de l'association syndicale des centres de bilan de compétences. Et le bilan de compétences étant, on est d'abord des coachs et ensuite on fait du bilan. On est interrogé aujourd'hui sur faire des accompagnements à distance, par Skype ou autre. Ce qui me pose beaucoup de questions, parce que pour moi l'accompagnement c'est du face-à-face, c'est pas par Skype. Malgré tout, il y a une demande très importante aujourd'hui de faire bouger nos métiers. Et je m'interroge, voilà, quand je viens dans cet atelier. Bonjour, moi je m'appelle Véronique Koskas et je suis coach interne chez Xerox. J'ai créé le poste il y a 6 ans.
Je suis ici parce que je ne suis pas du tout geek, hein, c'est tout l'inverse. Parce que j'ai créé ma petite structure d'auto-entrepreneur et que je voudrais savoir comment être visible et de quelle manière un peu intelligente je peux le faire. Et puis aussi parce que chez Xerox, ma foi, on développe énormément, on se développe sur les réseaux sociaux et je m'y intéresse de plus en plus, mais voilà, je suis trop spectatrice et j'aimerais savoir comment ça marche en fait. Voilà. Donc c'est autant dans mon entreprise que dans celle que je voudrais créer, savoir comment je peux me développer aussi de ce côté-là. Bonjour, alors moi je suis pas coach, je suis pas non plus membre de la coach, je suis étudiant en sociologie et je m'intéresse au coaching. Et si j'ai choisi cet atelier, c'est d'abord parce que je dois un appui technique à un enregistrement à la société qu'on m'a invité, et aussi parce que la question des réseaux sociaux dans la littérature que j'ai parcourue pas du tout été traitée. Donc je voulais voir un peu ce qu'il en était des ouvertures avec les TIC, du coaching, les nouvelles formes de coaching à distance, numérisées, qui pouvaient émerger aujourd'hui. Parce que ça va être assez nouveau et la plupart des gens qui ont l'air de pratiquer dans cette société sont de la génération antérieure à la génération Y. C'est gentil. C'est sociologiquement intéressant de voir comment est-ce que faut réapproprier ce genre de médias et de techniques. C'est pour ça que vous vous êtes mis derrière le socle. C'est pour vous montrer la différence de Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que vous voulez bien revenir? Non, mais il est bien là aussi. Non, mais si vous préférez que je me taille. Moi, c'est comme ça serait mieux. Vous ne pouvez pas mettre de barrière sur Non, pas de barrière. Les réseaux sociaux, c'est justement pas de barrière. Bernard, je te laisse la parole, pardon. Oui, non, j'ajoute juste aussi pour rejoindre deux personnes, je crois, qui ont déjà évoqué le sujet, c'est aussi parce que je pratique le coaching à distance et que ça pose quelques problèmes quand même. D'accord. Et voilà, comment améliorer ça. Je crois qu'on peut tous maintenant commencer à être dans ce coaching à distance. Je pense que dans les réseaux sociaux, on verra plus que juste le téléphone ou le Skype, qui sont des médias intéressants, mais qu'il n'y a pas que ça dans les réseaux sociaux. Et je trouve que l'approche de Bernard, qui est une approche à la fois académique, je dirais, de chercheur, va nous permettre d'avoir un angle, ce que je disais Bernard quand on a préparé cet atelier, c'est de se dire qu'il puisse nous apporter ce que nous on ne sait pas, encore une fois chacun avec notre expérience, et puis que l'on puisse réfléchir à ce que ça veut dire à la fois dans notre posture. Moi je fais du coaching par téléphone et plein de gens, ça marche super bien, donc c'est très efficace. C'est drôle parce que je le fais avec des gens qui sont en particulier assistantes sociales, celles que je pense, et qui n'envisageaient pas de faire leur accompagnement de leurs clients par téléphone. Et puis elles disent, c'est marrant parce que ça marche, quoi. Donc, mais je pense qu'on va aller au-delà. Parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans cette révolution, dans ce changement de paradigme, c'est pas que le téléphone ou le Skype, c'est des façons de communiquer qui sont différentes. Et je pense que la casquette de chercheur de Bernard va nous permettre d'ouvrir un monde qui est encore plus de demain que ce que l'on peut déjà vivre au quotidien aujourd'hui. C'est ce que j'ai. Je te laisse la parole. Alors, je ne connais rien au coaching, donc ça c'est un postulat de base. Alors en préparant cette petite intervention, alors c'est une intervention, je préparais, j'attends bien sûr que vous m'interrompiez, un m'arrêtiez, etc. Je voudrais simplement essayer de poser 2-3 petites choses, et d'ailleurs c'est du 1, 2, 3. Alors je m'explique, le rapport à l'utilisation des technologies, c'est quelque chose qui est étudié depuis très longtemps, dans tous les domaines. Moi je suis en gestion, enfin il y a des approches en sociologie, il y a des approches en philosophie, enfin, c'est un énorme domaine de littérature, comment l'homme utilise la technologie dans tous les contextes. Et il y a, en fait, pour résumer, alors c'est ma façon de le voir, je dirais en 3 temps. Il y a un premier temps qui est le temps pauvre, qui est de prendre la technologie, de la prendre toute seule, et de dire une technologie aurait ou a des vertus, a des capacités. Les anglo-saxons utilisent le terme d'affordance, donc des possibilités, et on étudie ou on regarde ces possibilités en dehors de tout. Donc ça, c'est typiquement les publicités que vous voyez avec, en ce moment, l'ordinateur machin, je serai plus créatif, avec le téléphone bidule, je serai plus communicant, avec le cloud, je serai, etc. Donc ça, c'est du pur déterminisme technologique, c'est des approches qui sont des approches commerciales, pour dire les choses clairement, qui, bizarrement, leurrent encore beaucoup de gens, y compris des cadres d'entreprise, y compris des dirigeants, qui veulent régulièrement avoir la techno du jour. Vous avez une expérience professionnelle, vous le savez. Je veux du cloud, je veux, et c'est dit par certains grands patrons d'entreprise de cette façon-là, et avec un raisonnement qui s'arrête là. C'est-à-dire c'est le 1. Voilà. Alors moi j'ai travaillé sur les approches de Charles Sanders Peirce,
et qui travaille en 3 temps. C'est pour ça que je parle de ces 3 temps, parce que ça m'aide à réfléchir. C'est juste un outil. Donc pour ce point-là, la technologie seule, c'est du possible, c'est de la priméité, c'est pour moi essentiellement un discours commercial et qui n'est pas très intéressant, donc il faut surtout essayer de l'évacuer. Après, vous avez le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est tout ce qui a été fait et qui continue à être fait, c'est la technologie sur un usage. Donc c'est le choc de la possibilité de la technologie sur le réel, sur une utilisation donnée, et on essaie de voir comment cette technologie match ou ne matche pas avec cet usage-là. C'est déjà plus intéressant. Il y a déjà des outils qui commencent à naître en termes de réflexion. Des outils qui sont assez anciens dans le domaine, dans les années 80, début des années 80. Donc un exemple très concret, on utilise la technologie pour communiquer. Il y a quelques temps, les outils étaient très pauvres. Là aujourd'hui, vous avez du téléphone. Et quand on dit téléphone aujourd'hui, c'est plein de téléphones différents. C'est du numérique, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Vous avez tout ce qui est autour du mail. Et là aussi, il y a plein de choses autour du mail. Vous avez le chat, dont effectivement une certaine génération parle moins, et qui est très utilisé par les jeunes, et très utilisé par certaines entreprises, et très utilisé par certaines cultures. Les Chinois travaillent énormément avec du chat, beaucoup plus que les autres pays. Petite parenthèse, d'ailleurs, il y a des entreprises internationales qui se sont plantées parce qu'elles n'ont pas compris ça. Elles ont mis en place des outils, elles ont oublié le chat, et en Chine, si vous oubliez le chat, c'est juste pas possible, quoi. On ne peut pas commencer à travailler si on n'a pas cet outil-là. C'est ce qui explique que Alibaba a exclu eBay en quelques mois de la Chine, parce qu'ils n'ont pas mis un chat au début, et ça c'était rédhibitoire pour les Chinois, pour la culture chinoise. Donc le chat, c'est vraiment quelque chose qui est très important, et donc le chat, donc on a dit téléphone, on a dit mail, on a dit chat, tout ce qui est autour de la visio, donc vous avez parlé de Skype, de tous les outils, parce qu'il y en a plein qui tournent autour de la visioconférence. Il ne faut pas oublier tout ce qui tourne autour de la 3D, c'est-à-dire des communications où on se transforme en avatar et on va circuler dans des mondes et discuter avec d'autres personnes qui sont aussi des avatars. Ça, vous en avez entendu parler en 2008, c'était la fin de Second Life, qui a été un énorme buzz et qui est un petit peu mort parce que le business model n'était pas suffisamment construit, mais il existe aujourd'hui des réelles applications de formation, de réunion sous forme d'environnement 3D et qui marchent très bien et qui donnent des résultats tout à fait intéressants. Et puis vous avez la réunion classique, le face-à-face. Donc, par rapport aux problématiques que vous évoquiez, donc on parle de communication et d'outils, donc qu'est-ce qui marche avec quoi? Là, il y a une aide, donc la théorie est un peu ancienne, je vais vraiment la simplifier beaucoup, non pas parce que vous ne pourriez pas comprendre, mais parce que sinon ça prendrait trop de temps. Cette théorie dit on communique pour 2 choses, pour diminuer l'incertitude, c'est-à-dire pour apporter de la quantité d'informations, ou pour diminuer l'ambiguïté, pour apporter de la richesse en termes d'information. Donc voilà, donc il y a 2 grandes orientations, c'est bien sûr un continuum, donc je communique soit pour l'un, soit pour l'autre. On a des médias pauvres comme le mail est un des médias les plus pauvres qui soient, et on a des médias riches comme la visioconférence, et la théorie vous dit, si vous avez un problème d'incertitude, il vous manque de l'info, prenez un média pauvre, vous serez plus efficace. Si vous avez un problème d'ambiguïté, un problème de sens, un problème de compréhension, un problème d'échange mais assez profond, prenez un média riche, vous serez plus efficace. Donc ça vous donne une orientation, un guide, de façon à pouvoir essayer de voir comment tel type de technologie match plus ou moins avec tel type de problématique. Alors c'est mieux que la priméité, c'est mieux que la technologie seule, mais ce n'est pas encore suffisamment riche. Et on le voit parce qu'il y a tout de suite quand on étudie un peu la question, il y a tout de suite des contre-exemples qui viennent à l'esprit. Si vous prenez le mail en entreprise, on vous dit donc c'est pour un problème d'incertitude. Typiquement, combien j'ai vendu de pots de yaourt hier, j'envoie un mail, j'en ai vendu 3000 ou 4000. J'ai une problématique plus complexe, à quel prix on va vendre nos pots de yaourt? Là, on va faire un Skype, on va faire une réunion.
Et en fait, on s'aperçoit que dans la vraie vie, on va utiliser des médias pauvres pour répondre à des questions d'ambiguïté. C'est pas parce qu'on est maladroit, c'est parce que le mail a une énorme vertu, c'est qu'il historise. Il permet de garder la trace. Et donc, on va utiliser un média qui n'est pas approprié, parce qu'il a une caractéristique qui, elle, est différente et que vous n'avez pas avec du téléphone, ou de manière un peu compliquée avec du téléphone. Donc, on va détourner des outils en fonction d'un autre type de contexte qui n'est pas que le problème que l'on va résoudre et qui n'est pas que la technologie, qui est un truc entre les deux. D'où le troisième niveau, qui est, à mon avis, la façon d'aborder ces usages. Alors on va arriver à ce troisième niveau, on va faire un petit détour par les réseaux sociaux pour essayer de définir ces outils, parce qu'il y a plein de terminologies, on parle de médias sociaux. Un média, pour moi, il est forcément social, donc médias sociaux, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On parle de réseau numérique, mais un réseau, il est forcément numérique. Donc on peut appeler ça machin, si vous voulez, mais le terme qui vous plaît, c'est à mon avis pas beaucoup d'importance. Mais on parle de tous ces outils qui vont de Facebook à Twitter, bien sûr, mais aux jeux, qui sont une partie très importante de tous ces environnements. Il y a tout ce qui est Instagram, les photos, les vidéos, YouTube, etc. Donc qu'est-ce que c'est que ces outils ? Ce que moi j'appelle des réseaux sociaux virtuels, pour dire qu'il y a un aspect virtualisation. C'est des outils qui présentent toujours les mêmes caractéristiques. C'est on se représente sur ces outils. On a une représentation de soi, qui peut être numérique, qui peut être une photo, qui peut être un avatar, un dessin, ce que vous voulez. Il y a plein de choses différentes. 2, on fournit du contenu, quelle que soit la nature du contenu. Et 3, on interagit avec les autres représentations de soi et les contenus des autres. Donc on a toujours ces 3 grandes fonctionnalités qui vont permettre de regrouper en un seul type d'outil, alors c'est peut-être une simplification, mais l'ensemble de ces machins. Alors pourquoi ça me paraît être important ? Parce que si on reste trop focalisé sur LinkedIn est un réseau professionnel, donc ça donne une définition qui est très rassurante, mais en fait sur LinkedIn, il y a plein de gens qui font des choses tout à fait non professionnelles. Si vous dites que Facebook c'est du privé, il y a plein de gens font du commercial sur Facebook. Si vous dites qu'on va sur, League of Legends, qui est un des plus grands jeux vidéo à l'heure actuelle, qui est joué dans le monde entier pour faire du jeu, c'est faux. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui vont sur ce type de jeu pour discuter avec d'autres, parler en anglais avec des Australiens, pour se faire des copains, etc. etc. Il y a des gens qui discutent de politique sur Instagram, il y a des gens, etc. etc. Il y a tous ces exemples-là. Donc il y a une utilisation qui est prévue de ces outils, mais qui va être forcément détournée par les personnes, et c'est logique. Et donc la vraie, pour moi, définition, c'est celle que je voulais donner avec ces 3 fonctionnalités. Puis on y reviendra, parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Donc ces réseaux, ils ont toujours des caractéristiques, c'est comment je me représente sur chacun des réseaux. Alors nous, en recherche, on fait par exemple des recherches sur les hommes qui se représentent en femmes sur les réseaux, les femmes qui se représentent en hommes, les gens qui changent d'âge, si c'est des images qui sont en perroquet ou en chien, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire quelque chose, etc. etc. Il y a le niveau de description, il y a la description très laconique, il y a des gens qui ont besoin de décrire précisément qui ils sont. Etc., etc. Donc ça, c'est la représentation, comment elle est faite, comment elle fonctionne. Deuxièmement, ces réseaux sont toujours pris par les utilisateurs comme étant des lieux. Ça, c'est important, parce que c'est pour ça que j'aime pas le terme de média, parce que ça veut dire que là, on oublie une chose. Les générations Y, les jeunes et les moins jeunes disent on va sur Facebook, on se retrouve sur Facebook. On va sur LOL, on va sur... Voilà. Donc c'est bien un lieu sur lequel il se passe des choses, c'est pas uniquement un tuyau, c'est un endroit sur lequel on va. Autre caractéristique qui est beaucoup étudiée par la recherche, c'est ce qu'on appelle la persistance, la présence, il y a plein de termes, pour dire que c'est un lieu où il y a de la vie. C'est pas de la vie rêvée, c'est de la vraie vie, avec des gens qui interagissent, qui discutent. Avec, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a des programmes qui créent de la vie, il y a des gens qui créent de la vie,
Sur Facebook, il y a normalement une vie qui est quasiment, qui est une vraie vie, une vie sociale avec des gens qui viennent, mais il y a aussi des algorithmes qui vont relancer des notifications, faire des appels et qui vont créer une vie qui n'est pas une vraie vie. Donc il y a cette question-là, donc on l'étudie aussi à l'intérieur de ce type d'outils. Il y a les notions d'engagement. On fait des choses sur des réseaux, et donc là c'est l'engagement dans le sens psychologique, social du terme. Alors ça c'est très utilisé par exemple par tous les gens qui travaillent sur les jeux. Les éditeurs de jeux ont des tas de technologies très pointues, ils font appel à des psychologues, à des neurologues, de façon à pouvoir créer des stimuli de plus en plus importants qui vont de manière crescendo, essayer de savoir quand le joueur va être dans un état second, ce qu'on appelle l'état de flow dans la littérature, qui est un état de paroxysme où il a perdu notion du temps, il a une maîtrise absolument complète du jeu, il a un sentiment de toute puissance parce qu'il clique tellement vite, il voit tellement tout que pour lui il est dans la maîtrise totale. Et les éditeurs essaient de construire des jeux qui poussent à cet état-là, parce que c'est l'état où il va acheter, dès qu'on va lui présenter quelque chose qui correspond, il a besoin d'une arme, des pièces pour acheter je ne sais pas quoi, ou on va lui proposer ça vraiment précisément au moment où il est en état de flow, il n'est pas capable de dire non, parce qu'il est dans un train où il est hors de contrôle, d'un certain contrôle raisonné. Pardon ? Ça fait peur. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on étudie les réseaux, en essayant de définir la place, l'avatar, et on fait des tas d'études intéressantes et importantes là-dessus. Alors comment, maintenant je reviens à mon 1, 2, 3, donc on en était à 2, avec la techno par rapport à l'usage. Comme maintenant qu'on a ce nouvel outil, ces nouveaux environnements, comment on peut les décrire? C'est là où on arrive au 3, en disant, tous ces environnements, ils ont une particularité, c'est qu'on y fait des choses. Quand vous allez sur Facebook, vous faites quelque chose. C'est pas que vous dites quelque chose, vous écrivez quelque chose, vous faites quelque chose. Et là, moi j'utilise la théorie, une approche, la théorie de l'activité, peut-être quelque chose que vous connaissez, parce que c'est une théorie au départ faite par des sociologues russes, c'est Vygotsky, Leontiev, c'est une approche qui date de l'après-guerre, de la guerre froide. Pour des raisons politiques, les Russes ont eu besoin à un moment donné de contrer des approches scientifiques qui venaient exclusivement des États-Unis. Comme ils avaient des gens très très bons et très intelligents, ils ont développé, donc ils ont mis le paquet, ils ont développé une approche qui est tout à fait, et qui a dans ses fondements quelque chose de socialiste. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors là aussi, je vais faire un résumé très très condensé. C'est que toute activité humaine peut être traduite par comme la conjonction de 3 éléments, un sujet, une personne dans son environnement économique, social et culturel, qui interagit avec un outil. C'est là où je dis qu'il y a une approche socialiste, parce qu'ils voulaient parler d'outils, les Russes de l'époque, les Soviétiques. L'outil, il est entendu comme étant un archétype, une pelle, une pioche, mais aussi des règles d'utilisation, des façons de travailler, et une finalité. On fait quelque chose pour obtenir un but. Donc on traduit tout ce qu'on fait, c'est comme ça que moi je travaille, je réfléchis sur les réseaux sociaux avec ce triptyque-là. Quel est le sujet qui utilise quel type d'outil et pour faire quoi? Dans quel but et dans quel objectif? Donc on a intercalé entre la possibilité de la technologie et la réalité un truc qui donne du sens, il y a une volonté d'acteur, il y a un besoin, et un besoin, et un besoin, et un besoin,